Elle dirige depuis 3 mois le football ivoirien. Souvenez-vous, l'Organisation internationale de football a placé la FIF sous tutelle le 24 décembre dernier parce que les instances dirigeantes du football ivoirien ne seraient pas parvenues, selon elle, à organiser une élection conforme pour renouveler son exécutif. Et pour reprendre en main cette fédération, la FIFA a choisi une dame plus connue dans la finance solidaire, l'engagement citoyen en faveur des femmes ou des paysans que dans le football et ses arcanes. C'est donc elle, sénatrice de son État, qui préside le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, la FIF. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Mariam Dao Gabala, ce soir, lève un coin de voile sur les acquis de sa gouvernance et les défis qui l'attendent. Mariam Dao Gabala, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre votre portrait. Mariam Dao Gabala a été nommée par la FIFA, Fédération internationale de football association, le 14 janvier 2021 à la tête du comité de normalisation de la FIF, Fédération ivoirienne de football. Femme d'affaires bien connue dans le milieu du financement, cette diplômée de la prestigieuse École supérieure de commerce d'Abidjan, ESK, de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, née le 3 mars 1960, mariée et mère de 5 enfants, a été durant une vingtaine d'années directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest d'une organisation de développement de la finance. À ce poste, elle a travaillé à soutenir la croissance et le financement des institutions de microfinance, des industries, des PME socialement responsables, des coopératives en milieu rural et des groupements de femmes. De 1960 à 1993, elle a été consultante internationale avec la Banque africaine de développement, le Bureau international du travail et la Banque mondiale dans les domaines de l'entrepreneuriat féminin, de l'accès des femmes rurales au financement et du financement des PME. Femme de médiation, habituée au redressement d'entreprises et d'organisations internationales, elle a supervisé pour le compte de l'État ivoirien le redressement de l'UNACOPEPSI. Mariam Dao Gabala est une activiste majeure en Côte d'Ivoire et dans la sous-région de la société civile. Elle est membre de plusieurs associations, entre autres le WANEP, West Africa Network for Peace Building, la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire qu'elle préside. À la tâche pour le redressement du football ivoirien depuis quelques mois, la sénatrice insiste depuis le début qu'elle mènera sa mission en toute transparence. Elle l'a réitéré mardi dernier en face de ses mandants que sont les patrons de la FIFA et de la CAF en visite sur les bords de la lagune ébriée. Deuxième figure féminine à la tribune de Sans réserve, Mariam Dao Gabala répondra-t-elle sans réserve aux interrogations? Alors, c'est la première question. Est-ce que vous répondrez à toutes nos questions sans réserve? Sans réserve. Mariam Dao Gabala, en tout cas, merci d'être la deuxième femme qui passe à cette émission. Cette semaine, Abidjan a accueilli les présidents de la FIFA et de la CAF qui se sont longuement exprimés face à la presse africaine et ivoirienne. Quel bilan faites-vous de ce passage à Abidjan des plus hautes autorités du football mondial et continental? Je pense que le premier bilan que je puisse tirer, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays important dans l'environnement du football. Ils n'ont pas cessé de le dire. La Côte d'Ivoire doit retrouver sa place dans le concert des nations pour le football. Et ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, mais l'Afrique fait confiance à la Côte d'Ivoire pour propulser le football ivoirien et africain au sommet. Ça, c'est vraiment la première des leçons que je tire. Et recevoir ici, sur place, les deux présidents de la CAF et de la FIFA, c'est une première. Avoir choisi Abidjan démontre de l'intérêt que la CAF et la FIFA portent sur la fédération. La deuxième, c'est qu'ils ont choisi la capitale de la Côte d'Ivoire pour annoncer une nouvelle importante. Celle de ce que le football scolaire va être mis en lumière. Nous rappelons tous que le football, c'est dans les quartiers, c'est dans les écoles. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi Abobo. Le futur du football africain se trouve dans les écoles. Et comme il disait, les sponsors ne sont pas intéressés par cela. Alors il faut que quelqu'un investisse pour faire éclore ce football-là en l'alliant l'éducation. Mais
Utiliser et choisir Abidjan pour le faire, c'est une première mondiale, parce qu'aucun autre continent ne le fait. Je pense que c'est démontrer de l'intérêt qu'il porte vraiment à la Côte d'Ivoire et au futur du foot, à travers le regard qu'il porte sur les jeunes. Très bien, c'est invraisemblable. Est-ce que vous aviez rêvé un jour vous retrouver sur un plateau télé en train de parler de football, surtout de la gestion du football ivoirien, vous qui êtes, entre guillemets, une néophyte dans ce secteur? Non. Alors comment vous le vivez aujourd'hui? Même la veille, je n'y pensais pas. Et je peux vous donner juste une petite anecdote. La dame qui m'a accueillie, je pense que la question lui brûlait les lèvres. Et elle me demande, madame, est-ce que vous aimiez le football avant? Je disais, j'étais indifférente au football avant. Avant de rentrer à la FIC, j'étais indifférente. Maintenant, je commence à comprendre un peu plus les matchs et à comprendre les enjeux, mais j'étais vraiment indifférente. Je trouve que le football, c'est un monde de passion et de passionnés dans lequel il faut introduire un peu de raison. Mais c'est un monde qui a une importance capitale dans la vie de chaque individu et dans la vie de chaque famille. Qu'on aime le football ou qu'on ne l'aime pas, on l'a à la télé et c'est aussi source de beaucoup de bagarres dans les familles quand monsieur veut regarder le football et que madame veut regarder les novelas. Donc, on ne peut pas se passer du football. C'est quelque chose de très important dans la vie d'une nation. Je vois l'enjeu du football. L'enjeu du football pour une nation et l'enjeu du football au plan mondial. Je le perçois mieux. Avant, je ne le percevais pas forcément. Très bien. Voilà, voici un peu ce que je note. Il faut y apporter un peu de raison. Parce que je pense qu'il y a un paradigme. Les associations de football, les clubs ou même les fédérations sont des associations. Et on voit les associations en général comme des ONG ou quelque chose où l'informel doit marcher. Non. Même étant association, il y a une gouvernance moderne qu'il faut, mais surtout, il y a des résultats à attendre. Donc, ça veut dire, ça a été ce que j'ai fait pendant 20 ans. Montrer qu'on peut avoir des résultats dans le développement, on peut mettre de la raison, du management, du modernisme dans le management d'une entité, d'une ONG, etc. Et on peut réussir. Donc, je pense que c'est... Ce que j'ai noté quand je suis rentrée, c'est un peu ce changement de paradigme qu'il faut. Très bien. Alors, vous avez été placé à la tête du CONOR FIF pour une raison bien précise, organiser des élections qui conduiront au choix du prochain président de la FIF. Vous êtes en place depuis 3 mois aujourd'hui. Si vous devez faire un bilan, ce serait lequel? Est-ce que vous avez l'impression d'être sur la bonne voie? Oui, parce que ceux qui m'ont confié ce mandat à Abidjan ont trouvé que le travail avait été excellent. Alors, ils vous l'ont dit là récemment? Oui, ils l'ont même répété devant le chef de l'État. Je pense qu'ils nous ont même dit que le CNFIF, la normalisation de Côte d'Ivoire, va devenir une référence. Pourquoi? Pour les autres normalisations, je pense que c'est par rapport aux résultats qu'on a donnés. Quels sont ces résultats? Je voudrais corriger quelque chose d'abord. Ce n'est pas seulement la révision des statuts. Il y a d'abord la gestion de la FIF. Et dans la gestion de la FIF, quand vous prenez une organisation comme la FIF, vous regardez quel est son cœur de métier. Et son cœur de métier, c'est d'abord le foot. Et c'est pour cela que nous avons relancé les championnats. Parce qu'il fallait remettre de l'énergie dans tout l'environnement, dans toute l'économie du foot, que les clubs recommencent à fonctionner, que les jeunes recommencent à s'entraîner. Et c'est pour ça qu'on l'a mis d'abord. Donc la première des missions, c'était de gérer la FIF. Donc ça, c'est très important. Et quand on dit gérer la FIF, ça veut dire aussi mettre en place des structures de management qui sont conformes par rapport à la vision de modernisation que soutient, escompté par la FIF et par la CAF. Ensuite, vient la révision des statuts. Évidemment, dans la révision des statuts, nous avons démarré. Quand vous révisez des statuts, vous devez d'abord prendre les statuts, voir s'ils sont conformes à ceux de la CAF, à ceux de la FIFA, à ceux des pairs. Ils le sont ou pas? Pas totalement, c'est pour ça qu'on va devoir remodeler un peu. Mais mieux, aujourd'hui, nous sommes dans la phase où nous avons demandé à tous les acteurs quels sont les points dans les statuts que vous voulez voir abordés. Parce que les statuts, c'est vrai des textes, mais les statuts, c'est aussi un esprit qui conduit
ces textes-là. Parce que s'il n'y a pas un esprit qui conduit ces textes, ils sont vains. À la première difficulté, ça devient, je veux dire, un drame. Donc nous sommes en bonne voie, et nous sommes même en bonne voie pour faire l'adoption des textes en octobre, les élections en novembre, en décembre, la passation de service. Vous l'affirmez solennellement sur ce plateau, vous prenez rendez-vous avec les Ivoiriens pour ces 3 dates indiquées. Oui. À la fin de l'année, on connaîtra le nouveau président de la FIF. Exactement. Très bien, on vous prendra au mot. D'ici là, on espère que les choses vont se passer comme vous le souhaitez. Alors, quel est aujourd'hui le bilan du championnat après sa relance? Je dirais, la première des choses, c'est qu'au niveau de la Ligue 1, le championnat a repris. On va être à la 11e journée bientôt. Donc on a... Vous êtes satisfaite de la reprise? Très satisfaite, très satisfaite. Et disons que le championnat gagne en intensité. Les premiers matchs, sincèrement, quand je les regardais, ils étaient très moroses. Mais maintenant, il y a de la vie. Et je pense que le championnat gagne en intensité. Et on offre du beau football à ceux qui ont acheté d'ailleurs les droits télé et aux téléspectateurs. Justement, en parlant de droits télé, première question, pourquoi le championnat n'est pas retransmis sur la chaîne nationale? Parce que c'est tout simplement une question de droit. Regardez, même en France, l'année dernière, TF1, qui est la chaîne nationale, ne pouvait pas diffuser parce qu'elle n'avait pas acquis les droits. Il se trouve que pour la Côte d'Ivoire, les droits ont été concédés à Canal. Et Canal a exigé à utiliser l'exclusivité de ses droits. Donc, on ne peut pas lui en vouloir d'exiger l'exclusivité de ses droits. C'est bien mentionné dans les contrats. Les années précédentes... Vous n'aviez pas le pouvoir d'apporter un avenant au contrat pour permettre à la télévision nationale, qui touche gratuitement tous les Ivoiriens, de pouvoir suivre ce championnat-là? On n'avait aucun pouvoir là-dessus, parce que c'est quelque chose qui a été signé depuis... On était à la dernière version. Celui qui a acheté les droits de télé voulait exercer l'exclusivité parce qu'il voulait tester aussi son audimat par rapport au championnat, parce que ça faisait quand même 1 an que le championnat n'avait pas été diffusé. Et je pense que celui qui a acheté les droits était dans ses droits. Ok, très bien. Où est-ce que vous avez trouvé les moyens pour la reprise du championnat? C'est une question qu'on se pose. Alors, les moyens que nous avons trouvés pour la reprise du championnat, c'est d'abord des fonds qui nous ont été envoyés par la FIFA. On les appelle les coûts opérationnels pour faire relancer le championnat. Et puis l'État aussi, à travers quelques subventions, nous a aidés à la relance du championnat. D'ailleurs, pour reprendre le championnat de Ligue 2 et de Ligue 3, si nous n'avons pas de subvention de l'État, nous ne pouvons pas les relancer. Parce que pour relancer un championnat, il faut que les clubs remettent les enfants à l'entraînement. Et ça coûte. Donc il faut ramener un peu de flux financier dans les clubs pour qu'ils puissent recommencer les entraînements et nous offrir un très bon football. C'est pour cela que des clubs ont reçu un chèque de 4 millions, pour certains? Alors 4 millions, c'était une avance sur les droits télé, parce que les droits télé n'ont été décaissés que, je pense, hier. OK, mais pour reprendre le championnat de Ligue 1, il le fallait. Donc ce n'est pas 4 millions qu'ils ont reçus, c'est 14 millions. Pour chacun des clubs. Pour chacun des clubs, sur un montant beaucoup plus important qui va leur être reversé maintenant. Alors, beaucoup de clubs dénoncent la gestion des tests Covid. Vous pouvez nous en parler? Alors, la gestion des tests Covid, c'est un souci. Pourquoi? C'est un souci parce que nous avons décidé, nous, de respecter les normes sanitaires du pays. Les tests Covid, dans les textes de la CAF et de la FIFA, quand il s'agit d'un championnat, il faut s'aligner sur ce que dit votre gouvernement. Et donc, nous avons décidé de faire des tests Covid avant chaque match, en prenant, je dirais, un délai de 5 mois, juste pour nous assurer qu'au niveau de foot, on ne sera pas un milieu de propagation. Mais il se trouve que pour cela, il faut travailler de concert avec le ministère de la Santé. Mais vous imaginez que par semaine, on fait parfois 300 tests, 400 tests, c'est beaucoup. Et ça puise un peu sur le stock de l'État. Et je pense qu'il faut comprendre aussi que ce n'est pas facile de mobiliser les équipes pour cela. Rappelons-nous simplement que depuis mars 2020, il n'y avait pas eu de championnat parce qu'il n'y avait même pas la possibilité de faire les tests. Et aujourd'hui, après 1 an, on reprend
le championnat avec les tests Covid. Donc, on ne peut pas demander une organisation parfaite, puisqu'on est tous en train de jouer au cobaye pour voir comment le reprendre avec. Et je veux simplement vous dire que dans les autres pays, ils ne font pas de tests Covid. Au Sénégal, ils ne font pas les tests Covid. Vous voulez parler des autres pays de la sous-région ouest-africaine? De la sous-région. Le Sénégal ne fait pas les tests Covid. Le Burkina Faso ne fait pas les tests Covid. Parce que l'État leur a permis de jouer sans les tests Covid. Ici, nous voulons nous assurer que le sport, et plus particulièrement le foot, ne sera pas un véhicule de propagation. Et c'est pour ça que nous prenons ces mesures. Et je voudrais dire simplement au club qu'il faut de la patience. Tout ne peut pas être parfait, mais tout se construit. Nous sommes en train de construire un championnat post-Covid. Même les entreprises sont en train de chercher leur marque après la Covid. Donc, acceptons de faire cet effort, je veux dire en toute transparence et en toute ouverture d'esprit. Ce qui veut dire que le public ne reviendra pas de sitôt dans les stades? Si, le public va revenir dans les stades parce que nous avons eu l'autorisation que le public revienne, mais toujours dans le strict respect des mesures barrières. Si vous allez au stade, par exemple, Champroux, vous allez voir que les sièges sont déjà marqués pour qu'il y ait à peu près 1,50 m entre les spectateurs. À partir de la, je pense, 15e journée, on va commencer à prendre des spectateurs de l'autre côté. Alors, c'est une démarche step by step. On a commencé par dire pas de spectateurs. Ensuite, on a permis au club d'inviter 20 personnes. Aujourd'hui, on permet au club d'inviter 50 personnes. Et bientôt, on dira au club, vous pouvez inviter 100 personnes. Mais toujours dans le respect des mesures barrières et sans occuper plus de 30% des sièges disponibles dans les stades. Ça, nous voulons vraiment être certains qu'il n'y aura pas de promiscuité. Si un stade a 1800 places, on se contentera de prendre 400 à 500 places maximum. Très bien. Alors, l'Africa Sport National, on en parle. À l'Africa, pourquoi on est arrivé à un comité de normalisation? Certains estiment que vous vous rendez coupable d'ingérence dans la gestion de ce club. Alors, c'est un club omnisport. Oui, c'est un club omnisport, mais nous sommes en relation avec la section football. L'ensemble de l'Africa Sport ne nous intéresse pas. C'est la section football. Et si vous regardez bien dans le communiqué, c'est écrit la section football. L'Africa Sport est membre à part entière de la FIF, la section football. Et à l'intérieur, nous avons une division, nous avons 2 présidents, nous avons 2 textes, nous avons... on ne peut pas continuer comme ça. Nous avons essayé de les rassembler en disant, vous avez fait un contrat, vous avez signé un contrat qui devait finir en juillet 2020. Il ne s'est pas achevé. Il y a un camp qui est allé faire son assemblée générale. L'autre camp s'appuie sur une ancienne assemblée générale. Le cas de l'Africa Sport est juste un cas juridique. Et on ne peut pas se permettre de traîner un club avec 2 présidents à l'intérieur de la FIF. C'est manquer de responsabilité. Alors pourquoi nous l'avons mis sous administration provisoire? Pour permettre d'abord d'unifier les textes. On ne peut pas avoir un club avec 2 textes. On ne peut pas avoir un club avec 2 présidents. C'est pas possible, ça ne se voit pas. Vous imaginez bien que la gestion de cette affaire de l'Africa Sport National, c'est un peu comme la croix et la bannière. Oui. D'autres ont essayé de la régler avant vous. Vous pensez pouvoir y arriver? Nous pensons que nous allons y arriver parce qu'il faut bien prendre le taureau par les cornes. On a trop souvent botté en touche. Maintenant, nous avons crevé l'abcès et il revient aux supporters de l'Africa Sport, aux membres, aux dirigeants de l'Africa Sport de donner une chance à l'Africa Sport de survivre. Parce que si l'Africa Sport ne sort pas grandi de cela, alors elle va être reléguée. Mais tout est dans leurs mains. Nous ne sommes qu'un véhicule pour les emmener à s'entendre. Qui va voter les textes de l'Africa Sport? Ce n'est pas le comité de normalisation. Vous êtes sûr que le CONOR FIF n'a pas fait son choix entre les 2 camps de l'Africa? Non, c'est parce qu'on n'a pas fait de choix qu'on va ouvrir des élections. Les élections seront ouvertes, elles seront transparentes. Et c'est même les supporters de l'Africa, les membres, qui vont se mettre ensemble pour réorganiser le club. Et ceux qui vont administrer le club ne pourront pas être candidats, juste pour être sûr qu'ils ne seront pas jugés partis. Il fallait prendre la décision et nous l'avons prise et nous pensons que nous irons jusqu'au bout. Alors, il y a aussi la question des arbitres. Oui.
ils sont dans une sorte de bicéphalisme. Il y a aussi la question de l'association des footballeurs professionnels. Ah oui, mais si vous regardez dans les statuts, on nous a demandé de regarder aussi les statuts des parties prenantes. Nous avons commencé par l'Africa Sport parce que c'était le plus urgent et il mettait en péril le championnat. Après, nous allons voir les anciens footballeurs. Qui est l'interlocuteur aujourd'hui du CONORFIF au niveau des anciens footballeurs? Au niveau des anciens footballeurs, pour l'instant, c'est le président qui est là, qui est Cyril Domoro. Mais sachons aussi que les anciens footballeurs ont eux-mêmes été suspendus par leur fêtière au niveau international. Donc, il va falloir y entrer. Les arbitres, c'est pareil. Mais vous savez, quand il y a beaucoup à faire, il faut les prendre priorité par priorité. Pour l'instant, l'Africa était une priorité parce qu'elle mettait en péril le championnat. Ensuite, nous allons nous attaquer aux arbitres et puis après, comme on appelle, aux anciens footballeurs, parce qu'il faut, et ça a été la consigne qui nous a été donnée, il faut aller aux élections avec des partenaires dans la transparence, mais avec, je dirais, un président par partie prenante, etc. Voilà. Vous êtes une femme avec votre fibre maternelle, avec du recul. Pourquoi il y a autant de problèmes dans toutes ces entités qui gangrènent finalement le football national ivoirien? Vous voulez que je vous dise la vérité? Oui, bien sûr. C'est pour ça que vous êtes là, pour nous parler sans réserve. Je pense que c'est avant tout une question d'ego et une question d'intérêt personnel. Et c'est là où je voulais revenir au message du président de la CAF et du président de la FIFA. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Votre pays est trop important. Vous avez un rôle trop important à jouer au niveau du foot mondial pour rester dans des problèmes personnels et ne pas pouvoir trouver l'entente. Mettez la Côte d'Ivoire au centre. Donc, je reviens à ce message. Et je pense que j'aurais dit l'essentiel, c'est de remettre le ballon au centre, de remettre le foot au centre, pas les individualités, pas les individualismes. Vous savez, les personnes indispensables, il y en a beaucoup à William Civil. Chacun... Quand vous dites William Civil, vous faites allusion au cimetière. Nul n'est indispensable. On est tous nécessaires, chacun à sa place. Et je pense que si on a cette humilité de le comprendre, les luttes de pouvoir et les luttes de personnalité vont prendre un autre sens. Moi, je pense que c'est surtout Ce sont des luttes sur fond de grands intérêts aussi. Mais bien sûr, c'est pour ça que je parle d'ego et de grands intérêts. Mais les grands intérêts, les intérêts pour qui? C'est pour les jeunes. Les intérêts pour qui? Pour offrir un meilleur football. Les intérêts pour qui? Pour faire émerger la Côte d'Ivoire et lui permettre d'atteindre les sommets, le sommet continental et le sommet mondial. Donc, les grands intérêts, c'est vrai, pour qui? Pas pour un individu, pas pour un groupe, mais pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est là où le bas blesse. Mariam Dao Gabala, avant le processus électoral, au terme du processus électoral qui s'est mal terminé et qui a vu votre avènement à la tête du CONORFIF, on avait 3 candidats en lice qui se disputaient justement la présidence de la FIF. Est-ce que vous êtes en contact avec ces personnalités? Je parlais d'Idriss Diallo, de Sori Diabaté et de Didier Drogba. Nous avons commencé à rentrer en contact avec eux maintenant. Ce n'était pas important qu'on rentre en contact avec eux avant, parce que les élections sont juste la deuxième phase de notre mission. Maintenant mais je peux vous dire, dites-nous. Avec l'arrivée du président Infantino et du président Motsepe, nous nous sommes dit, ça a quand même été des acteurs du foot. Ils ont donné une partie de leur vie au football. Un événement pareil, une première mondiale, ça serait vraiment cruel et incompréhensible qu'ils n'y participent pas. Ils ont été invités et je voudrais leur dire merci parce qu'ils sont tous venus. Et je pense que c'est à notre honneur de l'avoir fait et je pense que c'est aussi à leur honneur d'avoir répondu. C'est une occasion unique qui ne se représentera pas de sitôt. Donc nous avons la main tendue. Maintenant qu'un certain nombre de processus est en place, maintenant nous allons entamer et nous en avons eu le mandat de façon claire et précise, le mandat d'entamer le dialogue avec l'ensemble de ces acteurs-là. D'abord pour que nous allions à des élections apaisées et à la révision des statuts. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a demandé au club quels sont les points dans les statuts qu'ils voulaient voir révisés. Mais nous allons demander aussi aux candidats quels sont les points dans les statuts que vous voulez voir révisés.
Parce que, in fine, à la fin, ce sont les clubs qui vont adopter les statuts. Et c'est eux, et peut-être d'autres en plus, qui vont se présenter comme candidats. Donc, on ne peut pas les exclure du processus. Mais le timing n'était pas bon pour les inclure au début, parce qu'il fallait que nous mettions de l'ordre et que nous organisions un peu notre mission. Mariam Dao Gabala, certains pensent que vous travaillez pour un candidat, c'est ce qui se dit en tout cas. Certains vont même jusqu'à dire que le président Infantino, le président Motsepe sont venus à Abidjan pour soutenir l'un des candidats. Vous avez certainement entendu ces choses dans ce sens-là. Comment vous réagissez ? Je trouve que... Est-ce que vous êtes dans un schéma, vous travaillez pour installer quelqu'un à la tête de la FIF ? Non, nous ne travaillons ni pour un camp, ni pour l'autre. Nous travaillons pour le football ivoirien. Et je voudrais revenir encore sur les propos de M. Motsepe. Il a dit, et il a été très clair, il y a 3 camps. Aucun des camps ne peut mener le football au sommet tout seul. Et il a dit, notre mission, c'est pour ça que je dis qu'il nous a légitimés, il a dit, notre mission, en plus de réviser les statuts, c'est d'abord de ramener la paix. À quoi ça servirait de réviser les statuts ? Pour que, juste après, au moment des élections, les bagarres reprennent. Dans ce cas, notre travail aura été vain, notre sueur aura été vaine. Donc, je le répète, nous ne travaillons pour aucun des candidats. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Cela a été affirmé devant le chef de l'État, devant le ministre des Sports, devant la nation, à travers la conférence de presse du président Motsepe. Et je pense qu'il faut les prendre au mot. Et du président Infantino. Mais en même temps, beaucoup disent, et je vais dévancer votre question, mais on a vu Didier Drogba arriver avec Infantino. Vous dévancez et avec... ma Oui, question. non, je la dévance parce que je sais que beaucoup de gens en parlent. Je voulais dire 2 choses. D'abord, le fait que Didier Drogba soit venu en même temps, ou presque en même temps, que nos 2 autres, ce n'est vraiment pas du fait du comité de normalisation. Nous étions déjà sur place, nous les attendions. Deuxièmement, sortons de la logique des élections. On n'est pas encore aux élections. Didier Drogba, qu'on le veuille ou non, c'est une légende du foot. Quand il est arrivé, les enfants se sont réveillés. Mais sachons aussi que ce ne sont pas les enfants qui sont les électeurs. Imaginez les 2 sommités du foot africain et mondial qui arrivent à Abidjan et qui ne rencontrent pas les acteurs. Ils ont rencontré tous les autres. Ils ont salué tous les autres. Donc, sortons du schéma des élections. On n'est pas encore dans les élections. La campagne n'est pas ouverte. Et ce n'est pas les enfants qui vont élire Didier Drogba ou Sori Diabaté ou Idriss Diallo. Ce n'est pas les enfants qui vont élire. Donc, sortons du schéma, soyons constructifs et puis avançons. Alors, pendant un moment, une affaire d'audit de l'ancien comité exécutif de la FIF a fait les choux gras des médias. Aujourd'hui, où on en est avec cette affaire ? L'audit est en cours. Alors, je voudrais dire tout simplement, quand vous prenez une maison, vous faites l'état des lieux. Donc, ce n'est pas un audit contre quelqu'un, c'est un audit qui fait l'état des lieux. Mais on a eu l'impression que l'audit était fait pour jeter l'opprobre sur l'ancien comité exécutif. On ne l'a jamais dit parce qu'on n'a jamais apporté un élément de l'audit quelconque. On n'en a même pas encore le rapport. Et je pense que les journaux ont essayé de faire monter la mayonnaise. Mais j'ai toujours dit que notre interlocuteur, en tant que comité de normalisation, ce n'est pas les journalistes. C'est qui? C'est d'abord les clubs. Mais cet audit, c'était nécessaire. Vous venez, vous prenez en main une maison qui a des difficultés de trésorerie et vous n'allez pas faire l'audit, mais mieux, pour dire que ce n'est pas un audit contre un individu ou contre un groupe, l'audit que nous avons demandé, il commence en 2019. Et c'est en 2019, c'est les derniers états financiers qui ont été adoptés par les clubs. Beaucoup nous ont dit, mais repartez jusqu'en 2012 parce que c'est là-bas que les problèmes ont commencé. Ce n'est pas notre mandat d'aller jusqu'à 2012. Notre mandat, c'est de voir s'il y a un problème structurel au niveau de la FIF et d'essayer d'y apporter un remède.
Donc nous allons démarrer en 2019. Et le résultat de l'audit, c'est pas contre quelqu'un, c'est pour construire une FIF qui soit, comme diraient les Anglais, sustainable, c'est-à-dire solide et qui traverse le temps, quels que soient les présidents qui sont là. Et je voudrais le réaffirmer, notre audit n'est pas contre un individu, notre audit n'est pas contre un groupe, notre audit, c'est pour faire l'état des lieux et c'est pour bâtir une meilleure structure financière de la FIF pour que ces problèmes récurrents de difficultés de trésorerie, on n'en rencontre plus. Très bien. Mariam Dao Gabala, est-ce que vous êtes prête à répondre aux questions de nos téléspectateurs, de nos internautes? Oui. Très bien. Alors, la première question d'internaute nous vient de Adonis Gadji qui dit « Comment se passera l'élection du président de la FIF après les recommandations des présidents de la CAF et de la FIFA ?» Je voulais dire, on n'a pas eu de recommandations particulières, ni du président de la CAF, ni du président de la FIFA. On a eu un mandat pour que les élections soient apaisées, c'est tout. Il veut peut-être faire allusion au fait que le président Motsepe a appelé à l'union de tous les candidats. On va passer à la prochaine question d'internaute qui nous vient cette fois-ci de Chekso qui dit « À quand la date des prochaines élections de la FIF ?» Vous pouvez le rappeler? Novembre 2021. Novembre 2021, c'est une date qui sera gravée dans le marbre. C'est ça. Prochaine question. Il existerait des salariés fictifs à la FIF. Pouvez-vous nous en dire plus? Une question d'Amadou Soro. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnel que nécessaire. Et donc, autant on a fait l'audit financier, on a demandé un audit organisationnel parce que notre mission, c'est à la fin avoir une structure de la FIF qui soit opérationnelle et qui soit efficace. Très bien. On poursuit avec les questions de nos internautes. Quel est actuellement l'état financier de la FIF? Une question de Francis Aka. Je dirais que pour l'instant, les problèmes de trésorerie ou les problèmes de dette antérieure existent. Nous recevons des fonds pour reprendre le championnat, pour payer les salaires, mais nous n'avons pas eu de renfort particulier, comme on dit, pour boucher les trous. Pour l'instant, nous réussissons à payer les salaires, nous réussissons à faire démarrer les championnats, et je pense que c'est l'essentiel. La toute dernière question d'internaute nous vient de Chris O'Brien qui dit quelles sont les vraies raisons de la présence de Motsepe Infantino en Côte d'Ivoire et c'est un lobbying pour Didier Drogba, une question cash. Oui, alors ce n'est pas un lobbying pour Didier Drogba. Infantino et le président Infantino et Motsepe sont venus à Abidjan pour faire une annonce et pour que les regards soient braqués sur le foot scolaire. La fondation du président Motsepe a offert 5 milliards pour soutenir le programme. Je dis que c'est une première mondiale, ça n'existe sur aucun continent, pour soutenir le programme de foot interscolaire. Dans leur idée, c'est qu'il faut commencer à créer le panafricanisme à travers le sport et à travers l'école. Alors imaginez que l'équipe interscolaire de Côte d'Ivoire soit formée par un jeune de Guibérois, un autre de Tanda, un autre de entre 12 et 14 ans, qui vont prendre l'avion pour la première fois, qui vont se retrouver en Éthiopie pour jouer ce championnat interafricain, qui vont rencontrer d'autres enfants là-bas. C'est ça qui était le plus important. Et le fait d'avoir choisi Abidjan, c'était pour dire, vous êtes un réservoir de pépites, alors nous choisissons Abidjan pour lancer la campagne et pour annoncer cette donation. Mais c'était en même temps un appel aussi au secteur privé de dire il y a des secteurs dans le foot et dans l'éducation qui ne sont pas vus par les sponsors parce qu'ils n'ont aucun intérêt. Alors c'est nous, en tant qu'Africains, en tant que personnes ayant des fondations ou ayant réussi à se construire une vie, c'est à nous de redonner à l'Afrique ce que nous avons reçu. Et ça a été son message. Et il le dit, lui, il vient des townships, et il dit qu'il doit tout à l'Afrique. Et donc, si aujourd'hui, il peut contribuer à ce que les jeunes éclos, qu'ils puissent allier éducation et sport,
je pense que c'est l'impact de sa vie qu'il veut pouvoir laisser. Donc ne laissons pas nos problèmes d'élection prendre le pas sur l'importance de la Côte d'Ivoire, l'importance du foot et des enjeux du foot ivoirien et des enjeux d'avoir une bonne équipe pour relever le défi. Et je voudrais revenir sur ce que le président Motsepe disait. Quand les Ivoiriens jouent, ou quand les Africains jouent, ils nous redonnent de la fierté. Et cette fierté, pour nous la redonner, il faut commencer à préparer l'avenir, il faut regarder les jeunes. Il y a une image qui m'a beaucoup frappée quand on a organisé ce mini-match à Abobo. 3 images, si vous permettez. Allez-y rapidement. La première, c'est que le gardien de but d'une des équipes était tout petit, il n'avait pas de chaussures, je pense qu'il se sentait à l'aise sans chaussures, il a mis ses chaussettes, mais il était excellent. La deuxième image, c'est que ça a été un match de foot filles et garçons de 12-14 ans. Je vous assure, je ne m'y connais pas beaucoup en foot, mais j'ai vu des gestes techniques incroyables. Troisième image qui m'a frappée, il y en a qui étaient sans chaussures, il y en a qui avaient des crampons, mais il y en a beaucoup plus qui avaient des lequets. Les lequets, c'est un peu les crampons du pauvre. Exactement. Mais pour dire que c'est là-bas que se joue l'avenir du football. Alors, prenons de la grandeur. Voyons la Côte d'Ivoire, essayons de propulser la Côte d'Ivoire au sommet pour ramener la dignité et la fierté aux Ivoiriens et pour ramener la dignité et la fierté à l'Afrique. Toute dernière question. Lors de votre prise de fonction, vous disiez attacher du prix au football féminin. Aujourd'hui, si vous avez un bilan à faire dans ce sens, ce serait lequel? Le football féminin va reprendre ce mois de mai. Et nous avons demandé une subvention spéciale pour relancer le football féminin. Et il va démarrer. Et nous avons même commencé, si vous allez dans nos stades, pendant les matchs, ce sont les jeunes filles de football féminin qui jouent un peu le rôle d'hôtesse, avec beaucoup de rigueur pour que les spectateurs respectent les mesures barrières. Mais mieux, nous allons accueillir au mois de juillet le championnat régional de foot féminin, à la mi-juillet. C'est dire que le foot féminin, à mon avis, c'est l'espoir du foot, d'une façon générale. Mariam Dao Gabala, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? Oui. Merci infiniment d'avoir pris part à cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.